Bon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de réparer une petite voiture, une maquette de mon fils. Une petite voiture, c'est un passionné. C'est une obsession, c'est une vraie mania, une vraie marotte. Et toi? Non, moi non, mais pour lui c'est vraiment un dada quoi. Alors, on peut peut-être parler un petit peu. Oui, volontiers. On va parler de ton dernier livre et puis on parlera peut-être de l'autre livre. Moi, j'aurais voulu te demander pourquoi est-ce que tu l'as écrit, hein, parce que tu es chimiste à la base. Alors pourquoi est-ce que... on me l'a demandé tellement souvent. Parce que j'aime écrire. Et pour vivre aussi. Mais attendez, alors on va faire autre chose. On va essayer d'organiser le discours de façon différente. Hein. C'est un discours... On va essayer d'organiser le discours comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait? Tu n'es pas un littéraire. Non, parce que je suis un salarié, je ne suis pas un lettré de profession, hein. Je fais ce métier à part, c'est une espèce de deuxième métier. Non, c'est pas vraiment mon métier, j'ai jamais eu l'intention d'écrire, en tout cas dans mon cas, non. Mais alors pourquoi est-ce que tu écris? C'est ce que j'ai envie de te poser comme question. Mais pourquoi est-ce que j'ai écrit? La question, on me l'a déjà posée à l'époque. Parce que j'ai écrit le premier livre, c'est celui que tu as en main. Parce que je ne pouvais pas ne pas l'écrire. Je me souviens avec précision que dès le moment où je suis entrée dans le camp de concentration, à côté de ce désir profond, de ce désir chevillé au corps de survivre, j'avais un autre désir, un autre souhait, tout aussi précis, de rentrer à la maison pour écrire tout ce que j'ai écrit. Donc, alors ça, c'était vrai pour le premier livre. Le deuxième, c'est un petit peu différent. Oui, le deuxième livre, c'est une histoire qui est tout à fait différente, qui est née 15 années plus tard. Et l'écriture des récits que j'ai faits et que j'ai exprimés des centaines de fois, j'aime beaucoup raconter, vous savez, j'ai raconté aux amis, j'ai raconté à tous ceux que je rencontrais, parce que ce voyage de retour, très étrange, très imprévu, plein d'imprévus, m'avait donné l'occasion de me sentir propulsée au centre d'un monde qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas uniquement de l'aspect géographie du monde russe, mais que j'ai vu de l'intérieur et que j'ai vu sans contrainte, disons-le, avec une liberté presque totale de me déplacer en dehors du cadre officiel. Non, pas uniquement, parce que les exemplaires humains que je rencontrais à cette époque, c'était difficile de les rencontrer à l'état de liberté dans la vie civile. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que les histoires de la trêve étaient des histoires déjà vécues? Oui, c'est ça, c'était du vécu. Et je l'ai écrit facilement, d'un jet. En revanche, si c'est un homme, ça a été une expérience beaucoup plus difficile, parce que c'était le fruit d'une expérience directe, donc difficile à dire. Et je ne savais pas que j'allais être en mesure de pouvoir commettre cet acte de l'écriture. Et pourtant, ça a eu beaucoup plus de succès. Oui, c'est vrai que ce premier livre n'a pratiquement pas été remarqué à sa sortie, alors que La Trêve a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être pour des raisons contingentes. À mon avis, le premier est plus important et voire plus beau que le deuxième. Et je serais beaucoup plus heureux d'ailleurs que le public lise davantage le premier que le deuxième. J'ai l'impression que, en dehors de la valeur intrinsèque, mais le contenu du premier livre doit être connu et trop peu le connaissent. Donc tu veux dire que le premier livre a plus une valeur de message que de document. Oui. Plus qu'une valeur littéraire ou poétique, je pense qu'il est important, ce livre, si c'est un homme, pour la documentation qu'il contient. Et c'est surprenant parce qu'en Italie, il n'a pas été remarqué, alors que, si je ne me trompe pas, il a été traduit. Il a été traduit en français, en allemand, en anglais, en finnois et en néerlandais. Il a d'ailleurs eu, et ça c'est assez surprenant, un succès considérable, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Oui, c'est vrai que cela m'a étonné, mais vous savez, les Allemands, c'est un peuple un peu compliqué. Hein. Et puis d'autre part, vous savez, 40 000 exemplaires ont été vendus en Allemagne. Bon, c'est pas une révolution, en tout cas pour l'heure, c'est pas encore une révolution du marché de l'édition en Allemagne, non, bien sûr. Mais à côté de ça, ça nous permet de comprendre un petit peu quel est le niveau moyen, qualitatif et quantitatif du lecteur allemand. Et par ailleurs, moi j'ai reçu de la part de lecteurs allemands un bon nombre de lettres, hein, regardez, assez curieuses d'ailleurs, qui seront d'ailleurs peut-être publiées. Et j'ai répondu à toutes ces lettres. Mais en fait, finalement, ces lettres s'adressent à une phrase de mon livre, dans lequel je manifeste le doute, justement, de ne pas comprendre les Allemands. Et donc, ils me disent tous, ben voilà, nous sommes là, on aimerait être compris. C'est important, oui, c'est important. Donc, quelle est la valeur importante de ce livre? Oui, c'est probablement une des valeurs les plus importantes de ce livre. Et quand tu n'es pas chimiste, je sais pas, le dimanche, le soir ou d'autres jours, et quand tu ne répares pas les petites voitures de ton fils, mais qu'est-ce que tu fais? Tu écris? Est-ce que tu écris tous les jours? Tu écris pour l'instant? Non, je n'écris pas pour l'instant. Je ne fais que répondre à des lettres.
peut-être. Tu n'as pas l'intention d'écrire encore, mais je ne sais pas, c'est vague pour l'instant dans mon esprit. Mon expérience la plus importante, je l'ai déjà mise noir sur blanc, et je n'ai rien fait jusqu'à présent d'autre. J'ai écrit quelques récits d'un genre difficile à définir. On pourrait dire que c'est du genre fantastique. Ça m'amuse beaucoup d'écrire, et je pense que si j'en ai encore envie, et je n'utilise pas l'inspiration, je parle d'envie, parce que l'inspiration c'est trop gros pour moi, mais je continuerai d'écrire et je publierai, mais pour l'instant c'est un peu prématuré. La Trêve est un livre étrange en fait, étrange et fort, sans doute celui où se déploie le plus largement la palette d'écriture de Primo Levi, de la plus sombre à la plus enjouée, cernant au plus près les sentiments contradictoires que ressentent beaucoup de survivants au lendemain de la libération. Une joie, mais une joie timide devant la liberté. L'attente, dit-il, d'un monde de justice, un espoir fragile, mais aussi une sourde angoisse, la conscience du caractère destructeur, irréparable, indélébile de l'offense subie. La Trêve est ainsi le récit d'un double retour. À leur sortie d'Auschwitz, c'est le retour vers leur patrie d'un groupe d'Italiens, en un itinéraire plus qu'improbable, qui les fait passer par la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, pour rejoindre leur pays. Mais je crois que surtout, le livre nous raconte un autre retour, incertain, douloureux, le retour vers la vie de prisonniers qui furent confrontés au règne de la mort et à l'omniprésence du mal. Et en effet, dans ce cas, que peut vouloir dire revenir dans le monde des hommes, revenir à soi? Peut-on, dans l'élan, dans l'espoir de ce retour, désapprendre la mortelle leçon du camp? Et comme l'écrivait Charlotte Delbo, autre survivante, je reviens d'au-delà de la connaissance, il faut maintenant désapprendre, je vois bien qu'autrement je ne pourrai plus vivre. Le lecteur comprend alors que ce voyage interminable, incohérent, est bien une parenthèse qui aménage un espace nécessaire entre le monde de la mort et le dur métier de vivre. La Trêve, en fait, s'ouvre exactement au moment où se clôt Si c'est un homme, à l'intérieur du camp, dans un univers gelé, dévasté. Deux hommes, le narrateur et son ami Charles, transportent vers la fosse commune le cadavre d'un de leurs camarades, Somogy, mort pendant la nuit, tandis qu'arrivent dans le camp les premiers soldats russes. Et en un prodigieux arrêt sur image, la Trêve s'ouvre exactement sur la même séquence, sur les mêmes protagonistes et sur cette arrivée. Il y aurait beaucoup à dire, là encore, sur les variations entre les dernières pages de Si c'est un homme et la première page de La Trêve. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, je me contenterai peut-être de souligner un détail qui va nous introduire à ce qui, à mon sens, est peut-être l'un des thèmes très forts dans La Trêve. Dans la première version, on renverse le cadavre de Somogy sur une neige qui est grise. Dans La Trêve, la neige est souillée. Et c'est, je crois, la première occurrence du thème de la souillure qui, on le verra, traverse l'œuvre. Si dans La Trêve est évoquée la première rencontre entre libéré et libérateur, c'est sous le signe d'une rencontre ratée. Il ne nous saluait pas, ne nous souriait pas, écrit Primo Levi, premier épisode de cette difficile rencontre qui ne cessera de se rejouer entre le témoin et celui qui n'a pas vécu sa mortelle expérience. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les détenus réintègrent leur corps, sur le rôle des femmes, sur l'importance d'une présence féminine salvatrice
et maternelle qui redonne à ces hommes blessés accès à l'humanité de leur corps qui était comme déshabité. Mais je voudrais plutôt me centrer sur la manière dont Primo Levi analyse ce qui se passe dans des consciences au moment où se relâche la féroce tyrannie de la lutte pour la vie. C'est dans le camp principal d'Auschwitz que les survivants reçoivent leur premier bain d'hommes libres. Un bain certes nécessaire, mais Primo Levi perçoit très vite la dimension symbolique de ce bain, comme s'il s'agissait de les laver de leur expérience. Avec la répétition du verbe laver, le thème de la purification s'impose dans le texte et le narrateur parle de ce désir profond et grave qui les assaille dès les premières heures de la libération. Nous aurions voulu laver nos consciences de la laideur qui y régnait, dit-il. Et un peu plus loin, il évoque Frau Vita, une jeune veuve de Trieste, qui tente d'exorciser les images qui la hantent, de s'en laver, justement, en se lançant dans une activité de nettoyage. Elle frottait le sol et les carreaux avec une fureur sauvage, rinçait bruyamment vers ses gamelles. Une question est posée avec angoisse, donnant sens à ces rituels. Le vécu à venir sera-t-il assez bon pour lutter contre la mémoire de l'offense? Primo Levi, convalescent, se retrouve dans une chambrée de 20 personnes. Mais très vite, il va s'attacher à décrire les enfants survivants. Je rappelle qu'à propos des enfants morts dans le camp, il avait dit que c'était des oiseaux de passage, une expression qui, dans sa délicatesse, porte en même temps, en effet, ce deuil des enfants morts. Mais c'est autour de la mort et de la souffrance des enfants que se concentrent les aspects les plus insupportables de la folie génocidaire. Et les adolescents, évoqués en des pages denses et terribles, présentent tous les stigmates visibles et invisibles de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'on leur a infligé. Nous avons tous ceux qui ont travaillé sur Primo Levi, et je voudrais en particulier citer un certain nombre d'approches du personnage d'Urbinek. Je pense aux très belles pages d'Alain Finkielkraut sur Urbinek, je pense au travail de Catherine Cocchio, à celui de Rachel Rosenblum. Mais en fait, il y a 4 enfants dans cette chambrée. Il n'y a pas qu'Urbinek. Et je crois que Primo Levi va s'attacher au destin de chacun d'entre eux. Il y a Peter Pavel, un bel enfant, blond, robuste, au visage impassible, qui s'occupe de lui-même, de son corps, qui n'attend rien de personne, ne donne rien à personne. Un enfant désormais sans affect, sans désir de communication. Il y a Kleine Kepura, un adolescent qui, à 12 ans, fut le protégé du lager Kappo et la mascotte de Buna Monowitz. Mais si le mot n'est pas prononcé, nous savons bien qu'il s'agit d'un pipel, ce personnage que les rescapés évoquent avec tant de douleur et de réticence. Un enfant abîmé, perverti par son protecteur et par le système du camp. Je rappelle que Wiesel évoquera à plusieurs reprises ces personnages tragiques. Dans La Nuit, c'est le petit garçon qui est pendu en même temps que son protecteur. Dans La Ville de la Chance, c'est le Jeanne Yankel qui finira par se suicider. Klein Kepura, donc le petit Pipel, exprime la nostalgie du monde du camp. Pour les autres malades, qui l'entendent chanter et siffler les marches du camp, vociférer en allemand, donner des ordres dans l'argot d'Auschwitz, son seul langage, ils représentent quelque chose d'insupportable. Ils sont faibles, malades, mais pleins de la joie timide et inquiète de la liberté retrouvée, dit-il. Et pour eux, il est comme la mémoire souillée de ce qu'ils voudraient à jamais évacuer. Il faudrait là aussi s'arrêter un moment sur la symbolique des noms et des prénoms chez Primo Levi. Le nom de Klein Kepura associe un adjectif, Klein, petit,
Kipura, qui est un nom de famille polonais, mais qui ne peut que rappeler le mot de kapara, la victime expiatoire. Et pour cet enfant fracassé, dont l'être est parti en kapara, dans l'horreur quotidienne du camp, ses voisins ne peuvent éprouver qu'une pitié hostile, un mélange de compassion et d'horreur. Quand il utilise ces expressions des camps, l'enfant est comme la voix réverbérée d'Auschwitz, et ils attendent qu'il disparaisse, qu'il s'éloigne, tel un bouc émissaire que l'on renvoie du temple ou d'un village chargé des fautes de la communauté. Sa présence blessée, comme celle d'un cadavre. Les mots utilisés par Primo Levi sont très violents, inséparables de l'idée de souillure et d'impureté. Je vous rappelle, à la fin de Si c'est un homme, celui qui a dormi à côté d'un cadavre, celui-là, dit-il, n'est pas un homme. Il y a un autre enfant, sur lequel se concentre l'attention de la chambrée. Primo Levi évoque sa présence obsédante, impérieuse et fatale. De tous ceux qui l'entourent, Urbinek est le plus petit, le plus désarmé, le plus innocent. C'est l'enfant d'Auschwitz, un enfant de la mort qui n'apprit jamais à parler, à marcher. Et dans le nom de l'enfant, comme l'ont souligné les critiques que j'ai citées, résonne le nom de la catastrophe, le Khurban, nom que les locuteurs de langue yiddish donnaient à leur propre destruction. Urbinek est la victime parmi les victimes, l'essence de leur condition et l'image même du mal qui leur a été fait. Mais il me semble que ce que l'on a moins remarqué, c'est la force, la puissance tragique de ce qui se joue autour de ce lit d'enfant. Urbinek, qui n'a pas appris à parler, émet des sons indistincts. Les jours suivants, je cite, nous l'écoutions tous, en silence, anxieux de comprendre. Il y avait parmi nous des représentants de toutes les langues d'Europe, mais le mot d'Urbinek resta secret. Autour du lit de l'enfant s'exerce une écoute, une attention, une patience à l'autre qui vont à l'encontre de toutes les règles apprises au camp. Si Auschwitz est bien le lieu où les liens humains sont brisés, où personne ne parle à personne par manque de force ou d'intérêt, où les tentatives de comprendre sont broyées. Ici, il n'y a pas de pourquoi, où les plus faibles sont impitoyablement écrasés puis oubliés. Ce qui se joue modestement dans cette chambrée est un essai de rétablir un monde qui n'obéisse plus aux lois d'Auschwitz. Cette mobilisation autour de l'enfant le plus faible, cette écoute passionnée des adultes qui se succèdent dans cette babel de langues, apparaissent comme une tentative de rétablir l'ordre du monde et des relations humaines perverties par le lager. Autour de l'enfant se joue une tentative pathétique, muette, peut-être inconsciente, de restauration, presque de rédemption, où chacun tente de retrouver son humanité perdue. Entendre, comprendre le mot d'Urbinek serait une timide victoire. Mais, nous dit le narrateur, Urbinek mourut les premiers jours de mars 1945, libre mais non racheté. Expression énigmatique, de quel rachat s'agit-il? De celui de l'enfant ou de celui de ses compagnons? Les termes utilisés pour décrire le lieu et le moment empruntent au vocabulaire religieux. L'espace de la chambrée est qualifié par Primo Levi de limbe, ce qui nous renvoie d'ailleurs au sort aux âmes des enfants. Il y règne, nous dit-on, une atmosphère de purgatoire, pleine d'espoir et de pitié. Ce qui vient renforcer cette lecture, c'est l'identité de l'habitant de la chambrée qui s'occupe le plus d'Urbinek, se montrant avec lui plus maternel que paternel, celui qui le lave, qui lui donne à manger, s'obstine à lui apprendre à parler. Or, il s'agit de Enek, un jeune Hongrois de 15 ans que Primo Levi décrit comme un pur produit du camp, un adolescent, dit-il, aux instincts paisiblement sanguinaires, un jeune carnivore
vif, sagace, féroce et prudent. Or, Henneck, arrivé à Auschwitz à 14 ans, seul survivant de sa famille, a été nommé capot dans le bloc des enfants, de ce qu'il a raconté au narrateur. Quand il y avait des sélections au bloc des enfants, c'était lui qui choisissait. Je crois bien qu'il s'agit d'une tentative de rédemption. Mais je voudrais aborder une autre dimension du livre, plus joyeuse, qui se déploie hors de l'enceinte d'Auschwitz et de ses douleurs, en une écriture enjouée, souriante, ludique, qui met en scène la rude bonté des Russes et le talent du conteur. Les Russes, dans La Trêve, sont évoqués avec une tendresse, un humour, une sympathie qui ne se démentiront pas. Ils sont présentés d'ailleurs sous le signe de l'enfance. Les premiers soldats, aperçus le jour de la libération, ont un visage rude et puéril. Les derniers à accompagner le convoi en Italie sont des soldats de 18 ans, candides, à l'esprit naïf et doux, insouciants comme des écoliers en vacances. Ces soldats d'ailleurs passent une partie de leur temps à jouer à un jeu qui ressemble aux billes, avec les enfants, les vrais enfants du convoi. Primo Levi décrit un peuple généreux. Certes, le narrateur ne peut pas ne pas noter un amour immodéré de la vodka. Il avoue que les Russes étaient, dit-il, curieusement sensibles au charme des paperasses. Il évoque l'indéchiffrable bureaucratie soviétique et reconnaît que les libérateurs semblent avoir le génie de la désorganisation. Mais, dit-il, cette désorganisation est bienveillante et il l'oppose à l'organisation glacée et destructrice qui règne chez les Allemands. De même qu'il oppose le bain russe, un bain à l'échelle humaine, improvisé et approximatif, au bain infligé dans le camp, un bain d'humiliation grotesque, démoniaque et rituel. Les Russes semblent être à ses yeux une image inversée des Allemands, une image réparatrice de bonté et de générosité. Alors, pour décrire la vie dans ces différents camps, Primo Levi donnera libre cours à sa verve et à son talent de conteur. Le texte, et il est dommage qu'on n'ait pas le temps de le lire, témoigne d'un véritable élan vers la vie, d'un rapport renoué à la nature après des mois de camp. Marchant pendant des heures dans l'air, dit-il, merveilleux du matin, il le respire comme un médicament. Il sent frémir dans la terre des germes de vie. Et en témoigne ce passage magnifique où Primo Levi décrit le chant des bergers. Je le lis. « Pendant notre longue veillée, on entendait, modulés et ténus, les chants des bergers. L'un d'eux préludait, un second répondait à des kilomètres, puis un autre et un autre encore, de tous les points de l'horizon. C'était comme si la terre même chantait. » Dans la tradition du conteur qu'évoquait Walter Benjamin, Primo Levi livre les portraits de personnages hauts en couleur qu'il sait décrire avec faconde, des types humains ciselés avec humour, dont certains sont porteurs, en effet, d'une forme de sagesse, même s'ils représentent des philosophies contradictoires, comme le rayonnant, le picaresque, le chaleureux César, fils du soleil, ou comme Mordonaum, qui vit comme un loup solitaire en guerre perpétuelle contre tous, et dont la philosophie se résume en une phrase que vous connaissez, « Celui qui n'a pas de chaussures est un sot ». Je voudrais terminer sur peut-être l'aspect le plus, je dirais, le plus riant, le plus enjoué de cette écriture, parce que je crois qu'il y a un enjouement, je dirais presque linguistique, dans certains textes de Primo Levi, dont on va nous parler tout à l'heure, par exemple dans le système périodique. Là, nous avons une sorte d'enjouement descriptif, et je vais conclure sur quelques-unes de ces descriptions. Voilà, une responsable de la cantine qui s'appelle Vassilissa, gigantesque valkyrie, capable de renverser d'un revers de main n'importe quel admirateur. Ou encore un carabinier, conforme à l'image qu'en ont les Italiens,
mais qui par une sorte de miracle est à peine obtus. Le texte tient tantôt du journal de voyage, tantôt du reportage ethnologique. Le récit est porté par l'allégresse de l'écriture et il faudrait évoquer la Maison Rouge, où les voyageurs passent des semaines, et alors je le cite, qui présente une architecture si incohérente qu'il nous est précisé qu'on ne savait pas très bien s'il s'agissait de l'œuvre de plusieurs architectes en désaccord ou d'un seul, mais fou. Il faudrait encore évoquer la leçon de russe donnée par un professeur armé d'une baïonnette et les réactions du narrateur qui craint autant pour les pommes de terre qu'il fait cuire sur le feu que pour sa vie, car le professeur improvisé, qui vraiment manque de pédagogie, brandit sa baïonnette lorsque l'élève lui donne les mauvaises réponses. Ou encore l'arrivée d'un général russe couvert de médailles dans une Fiat 500, dont il tente en vain de sortir, car nous dit Primo Levi, l'homme était littéralement plus gros que la voiture. Par une sorte de miracle, après des années de ravages et de destruction, c'est comme si le monde renaissait dans un chaos bon enfant et sans mémoire. Les voyageurs rescapés se contentent de vivre au jour le jour, dans une immense et rude colonie de vacances, dans un présent sans passé, sans avenir, autre que le prochain repas ou la prochaine date de départ. Bien sûr, au fur et à mesure que le train se rapproche de l'Italie, ce sera la fin de la trêve. Et est-ce qu'il faut que je termine? J'ai encore 5 minutes. 5 minutes. Le ton va se faire plus grave, la réflexion plus mélancolique, l'angoisse plus présente. Au cours de ce long voyage, la question du pardon et de la vengeance a déjà été abordée, au moment où le narrateur voit passer des Allemands entassés dans des wagons à bestiaux. Mais la proximité de la patrie semble réactiver la conscience du désastre dans son ampleur et sa cruauté. Au sentiment de faire partie d'une caravane débrouillarde et solidaire succède le souvenir d'un autre convoi, dont il ne reste presque pas de survivants. Nous étions partis 650, nous revenions 3. Ce qui domine désormais, c'est un sentiment de perte et d'incertitude, l'angoisse du lendemain, la peur devant le retour à une vie quotidienne. S'impose une prémonition qui se révélera exacte. Il faudra combattre des ennemis encore inconnus à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes, écrit Primo Levi, qui en effet, et jusqu'au dernier jour, n'en aura jamais fini avec ses ennemis intérieurs. Nous sentions couler dans nos veines exténuées le poison d'Auschwitz, le thème de l'infection qui traverse sourdement l'ensemble du récit, prend ici une vigueur nouvelle. Primo Levi exprime le sentiment, qui ne le quittera jamais, que le mal auquel il a été confronté a étendu sans fin son emprise, a empoisonné les êtres et le monde. Il reste gravé dans les mémoires, mais il circule aussi à l'intérieur des populations, dans leur sang et leurs veines, telle une diffusion épidémique du mal. À ce sentiment se mêle dans les dernières pages une prémonition terrible, presque cosmique, qui ne concerne pas seulement les rescapés, mais l'Europe, pas seulement le passé, mais l'avenir. Je le cite, la sensation lourde et menaçante d'un mal irréparable et définitif, omniprésent, tapi comme une gangrène dans les viscères de l'Europe et du monde, source de mal à venir.